Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui, le premier pack de la campagne le cercle brisé qui s'appelle le nom secret. Alors, première carte, classe gardien et seule carte de la classe gardien. Une raison de lutter, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 3, trait talent. Une raison de lutter peut se voir assigner les horreurs infligées aux autres investigateurs dans votre lieu. Et ça a 3 points de santé mentale. Autrement dit, c'est exactement la même chose que détermination exemplaire, mais pour la santé mentale, et donc les horreurs. Alors la plupart des gardiens, en tout cas tous les gardiens combattants, ont plus de points de vie que de points de santé mentale. Donc a priori, ils vont avoir plus besoin du bonus de santé mentale que du bonus de vie. Par contre, l'intérêt principal de ces deux talents par rapport à d'autres solutions, c'est que ça peut encaisser pour les autres investigateurs. Autrement dit, détermination exemplaire, le gardien le pose pour absorber les dégâts que se prend par exemple le chercheur. Là, l'horreur qui va être absorbée, ça sera plus probablement l'horreur infligée au gardien. Du coup, ça fait quand même cher 3 pour encaisser 3 horreurs, alors que le gardien il peut peut-être essayer, d'en encaisser un petit peu avec ses soutiens. Il en encaisse un sur chaque flic en patrouille avant d'utiliser le flic en patrouille pour la dernière fois. Il va éventuellement aussi pouvoir utiliser, alors je confonds toujours, Pipe pour retirer les horreurs et prendre des dégâts à la place. Enfin, donc moi c'est une carte qui ne me convainc pas, du tout pour le moment, à moins de trouver une bonne combinaison. Éventuellement Mark Harrigan, parce que à force de s'infliger lui-même des dégâts, à un moment donné il est rattrapé par sa faiblesse et il peut être vaincu à cause de ça, mais sinon je suis pas du tout convaincu. Alors la carte, l'unique carte de la classe chercheur, élucider l'affaire, c'est un soutien qui coûte 0, qui a le trait perspicacité, rapide à jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Les investigateurs dans ce lieu gagnent un total de X ressources réparties comme vous le souhaitez. X est la valeur occulte du lieu. C'est très bon. C'est du gain de ressources, un peu comme la planque, mais ça sera, pour un investigateur qui peut l'utiliser bien sûr, ça sera à peu près toujours meilleur que la planque, je pense. Alors encore une fois, le trait perspicacité, ça c'est rejouable avec mémoire et idétique. Joe Diamond, il pourrait le mettre dans son deck intuition. Bon, je pense pas que ce soit la meilleure intuition à mettre dans son deck, mais concrètement, il suffit qu'un investigateur découvre le dernier indice du lieu dans lequel se trouve le chercheur qui joue cette carte-là. Or, le chercheur, ça lui arrivera souvent d'être là où le dernier indice est trouvé, vu que ça sera sûrement lui qui trouvera le dernier indice. Donc, le dernier indice est trouvé, vous le jouez, ça vous prend pas d'action, X ressources, où X est la valeur occulte du lieu, et ces ressources, vous les répartissez comme vous voulez entre tous les investigateurs dans ce lieu. C'est-à-dire, si vous faites un duo gardien-chercheur, le chercheur, il va probablement utiliser Milan Christopher pour gagner une ressource à chaque enquête réussie. Donc, vous jouez élucider l'affaire, probablement vous donnez toutes les ressources au gardien qui lui va en avoir besoin pour poser un autre pistolet ou pour poser un autre flic en patrouille, etc., etc. Alors, concernant le nombre de ressources, comparons le nombre de ressources par rapport à la planque. La planque, ça vous coûte une action et ça vous rapporte 3 ressources tout le temps. Là, c'est rapide, donc ça vous prend pas d'action. Vous pouvez, après avoir joué élucider l'affaire, effectuer l'action prendre une ressource. C'est-à-dire qu'à nombre d'actions égales, élucider l'affaire, ça vous rapporte autant de ressources que la planque de niveau 0 à partir du moment où la valeur occulte de votre lieu est 2. Il n'y a que si vous êtes dans un lieu avec une valeur occulte de 1 que ça vous rapportera moins de ressources pour une action. Ça vous rapportera moins de ressources pour une action que la planque. Si vous êtes dans un lieu à valeur occulte 2, rapide, vous prenez les 2 ressources, vous prenez ces 2 ressources-là et vous les répartissez comme vous voulez. La 3e ressource, c'est forcément pour vous. Si c'est valeur occulte 3, c'est 3 ressources comme pour la planque, éventuellement vous dépensez une action pour en rajouter une 4e, etc., etc. Et alors dans une vidéo de la chaîne Arkham JCE TV, il parlait d'un lieu à valeur occulte de 9, jamais vu ça moi pour le moment.
mais j'ai déjà vu un lieu avec une valeur occulte de 6. Donc voilà, vous prenez le dernier indice dans ce lieu-là. Pas besoin d'action, paf, 6 ressources. Réparties comme vous le souhaitez entre tous les investigateurs présents dans le lieu. Donc c'est vraiment une carte géniale. Ça peut être intéressant dans un deck Roland Banks également. Bon, il peut inclure la carte. Roland Banks, avec sa capacité, il peut trouver des indices en tuant les ennemis. Dans son deck, il peut... Alors ça dépend si vous le jouez en solo, en duo ou en multi. Mais dans son deck, il peut avoir scène de crime, il peut avoir preuve. Donc il a des moyens de gagner des indices, même si dans le groupe, c'est pas lui l'enquêteur principal. Même si c'est pas du solo donc. Parce que si vous jouez en solo, forcément c'est à lui de trouver tous les indices. Mais si vous jouez en duo, vous pouvez considérer que ça sera à l'autre investigateur de trouver la majorité des indices. Mais voilà, Roland Banks, vous l'envoyez éventuellement dans un lieu à valeur occulte élevée. Mettons un lieu qui a une valeur occulte de 4 et un seul indice. Phase de mythe suivant, Roland Banks y joue en chasse. Parmi les 9 premières cartes du deck de rencontre, il prend l'ennemi le plus facile à tuer. L'ennemi est généré en contact avec lui. 1 ou 2 actions pour tuer l'ennemi. L'ennemi est vaincu. La capacité spéciale de Roland Banks lui permet de récupérer un indice. Éventuellement, il joue preuve pour récupérer un deuxième indice. Il y avait 2 indices dans le lieu. Il joue élucider l'affaire et voilà, il récupère des ressources. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne carte. Ouais, c'est une très bonne carte. Alors, la carte truand, c'est rapport des services de renseignement. C'est un événement qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence, faveur service. Découvrez un indice dans votre lieu. Quand vous jouez rapport des services de renseignement augmenté de 2 son coût, changez découvre un indice en découvrez 2 indices. Réaction, quand vous jouez rapport des services de renseignement augmenté de 2 son coût, changez dans votre lieu en dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. Alors, tout peut être cumulé. Donc c'est une carte qui pour 2 vous permet de trouver un indice, ou pour 4 vous permet de trouver 2 indices, ou pour 4 vous permet de trouver un indice mais dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions, ou pour 6 vous permet de trouver 2 indices dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. Alors si vous cumulez tout, ça peut faire cher. Mais si vous jouez un truand qui génère beaucoup de sous, par exemple Preston Fairmont, ça peut être intéressant. Vous n'avez pas besoin de faire un test, bon, ça vous prend une action, mais vous n'avez pas besoin de faire un test. Vous payez simplement 2, vous prenez une ressource dans votre lieu. Vous payez 4, à la place vous prenez 2 ressources dans votre lieu, et éventuellement, vous pouvez trouver des indices à distance, si là où se trouvent les indices, y a des ennemis qui vous posent problème. Alors cette carte-là, je l'ai testée dans mon deck Jenny Barnes friqué sur la campagne de Dunwich. Alors la carte est intéressante, bon, cette campagne-là pour moi ça s'est mal passé, le Jenny Barnes en solo, comme elle avait 3 de partout, chacun de ses tests, elle devait booster une stat. Elle devait donc dépenser des ressources, du coup c'était pas bien viable. Bon, je pense que c'est ma faute, c'est moi qui ai mal conçu le deck. Mais dans le deck approprié, oui, ça peut être très efficace. Si vous avez, mettons, voilà, Jenny Barnes avec Loup Solitaire, avec Dario Elamine, vous mettez, voilà, dans un truand enquêteur, vous mettez quelques cartes pour gagner des sous, vous mettez outils de crochetage, vous mettez outils de crochetage, oui, vous mettez lampe torche, vous mettez Lola Santiago et rapport des services de renseignement. Si le lieu a une valeur occulte de 1 ou 2 avec la lampe torche, vous ne pouvez échouer que si vous piochez l'échec automatique. Si ça a une valeur occulte élevée, vous payez, une fois par tour, vous payez avec Lola Santiago pour prendre un indice. Et vous avez aussi la possibilité, une fois par tour, d'utiliser les outils de crochetage pour trouver un indice. Rapport des services de renseignement s'ajoute là-dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a largement de quoi faire pour les enquêtes avec les truands. Alors tiens, cette carte-là, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Alors là, pour le coup, les mystiques, ils ont 2 cartes. La première carte, c'est Symbole magique. C'est un soutien niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. C'est un rituel et un talent. C'est rapide. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort ou rituel.
Ça vous prend un emplacement de main, ça vous donne un emplacement d'arcane. Alors, est-ce que votre mystique va avoir besoin de 3 emplacements d'arcane? Je sais pas trop. Si c'est un mystique qui est focalisé sur un rôle, par exemple le combat, sur un emplacement d'arcane, il a un flétrissement. Sur son autre emplacement d'arcane, il a un autre sort de combat en fonction de l'investigateur. Par exemple, Jim Culver, il aura peut-être le chant des morts. Voilà, un autre investigateur aura éclat de néant. Si votre mystique, il doit enquêter, il a un rituel de recherche sur un emplacement d'arcane. Peut-être que sur l'autre emplacement d'arcane, il prévoit d'avoir son autre rituel de recherche, ou peut-être qu'il a un sort qui lui permet de s'évader, au cas où il se retrouverait engagé avec un ennemi. Éventuellement, si vous voulez jouer le soutien, avec un mystique qui a des sorts pour sceller, par exemple le sceau du 7e signe, qui va sceller l'échec automatique. Je le disais dans ma précédente vidéo sur Akashi Oniele, éventuellement si vous la jouez en support, elle peut avoir sur un slot d'arcane le rituel de recherche, sur l'autre emplacement d'arcane un sort de combat, et sur le troisième, sur le deuxième, elle a vision ésotérique pour baisser la valeur occulte des lieux où elle enquête, et sur le troisième, mettons, elle a le sceau du signe des anciens. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça coûte 3. Rapide, c'est bien, d'accord. Par contre, ce qui est rapide, c'est de remplacer un emplacement de main par un emplacement d'arcane. Si le soutien que vous mettez dans l'emplacement d'arcane, il n'est pas rapide, vous prenez quand même l'attaque d'opportunité. À voir. À noter aussi que les sorts, les soutiens sorts des mystiques, ils peuvent coûter cher. 4 par exemple. Du coup, en avoir 3, il faudra quand même les poser. Quand vous poserez le troisième, il est possible que le premier soit vidé. Du coup, je suis pas trop convaincu par ça. Et puis les emplacements de main, il y a quand même quelques trucs intéressants en mystique. Il y a par exemple la tamée spirituelle, qui peut vous permettre une fois par tour de booster un test de sort, ou une fois par tour de combattre. Il peut y avoir les bougies rituelles aussi. Voilà, donc symbole magique, moi je suis pas convaincu que ça soit intéressant pour la plupart des mystiques. Bannissement, c'est un événement de niveau 1 qui coûte 2, un sort, échappé à utiliser uniquement sur un ennemi non élite. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite, déplacez l'ennemi auquel vous venez d'échapper vers n'importe quel lieu en jeu. En cas de réussite et si un symbole crâne, cultiste, tablette ou tentacule était révélé lors de cette tentative d'évasion, cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc, vous échappez à un ennemi non élite, c'est-à-dire la majorité des ennemis. Vous utilisez votre volonté plutôt que votre agilité, donc c'est plus facile qu'une évasion standard. Et en plus, si vous réussissez votre tentative d'évasion, l'ennemi vous le mettez dans n'importe quel lieu du jeu. Donc, éventuellement, ça dépendra beaucoup du plateau, de la carte, de l'agencement des lieux. Éventuellement, cet ennemi, vous ne le reverrez plus toute la partie. Et s'il est chasseur, la possibilité qu'il puisse ne pas se redresser lors de la prochaine phase d'entretien, ça vous donne un tour de plus. Donc, je pense que c'est une très bonne carte. La classe survivant, le couperet, c'est un soutien niveau 0 qui coûte 3, objet arme de corps à corps. Action combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque, plus d'1 en force à la place si votre santé mentale restant est de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. En tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige plus 1 dégât. L'idée est sympathique, voilà. Vous combattez avec plus 1 en force, plus 2 si vous êtes qu'à 3 de santé mentale. Donc ça veut dire que vous allez vouloir vous baisser votre santé mentale, ou profiter du fait que vous êtes pris des horreurs. Si vous arrivez à vaincre un ennemi, vous soignez d'une horreur, donc vous vous éloignez, on va dire, de la zone de danger. En tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur, ce qui vous aide à arriver à une santé mentale restant de 3 ou moins, et cette attaque infligera alors un dégât. Dans les conditions idéales, cette arme elle est géniale. Idéalement, vous avez une santé mentale de 3 ou moins, donc vous attaquez à force plus 2. Idéalement, vous êtes infligé une horreur pour infliger 2 dégâts, pour potentiellement infliger 2 dégâts. Idéalement, votre attaque réussit.
idéalement, cette attaque réussie vous permet de vaincre l'ennemi, du coup de vous soigner d'une horreur, mais voilà, tout ça c'est idéal. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas avec votre santé mentale de 3 ou moins, vous attaquez qu'à force plus 1. Alors ok, c'est convenable, mais c'est pas génial. Ça suffira pas si vous n'avez pas minimum 4 en force. Pour soigner une horreur, il faut que l'ennemi soit vaincu. Donc déjà, il faut que l'attaque soit réussie et ensuite il faut que l'attaque l'achève. Et pour faire 2 dégâts, il faut s'infliger une horreur. Donc si vous combattez au coup près un ennemi qui a 3 points de vie, et ben vous faites une première attaque pour lui infliger un point de vie, pour lui infliger un dégât, pardon. Ensuite vous faites une deuxième attaque, vous subissez une horreur et vous espérez le vaincre, vous espérez réussir cette attaque pour le vaincre, pour soigner l'horreur que vous venez de vous infliger. Si vous vous ratez, ben il lui reste toujours 2 points de vie, vous êtes infligé une horreur, et il est toujours là. Et il faudra faire une troisième attaque, où vous infligerez une autre horreur, en espérant que ce coup-ci ça marche. Et si ce coup-ci ça marche, vous soignez d'une des 2 horreurs que vous êtes infligées pour réussir le combat. Donc c'est une carte qui peut être amusante à jouer, qu'il faudra essayer de combiner à d'autres effets, enfin trouver des combos. Par exemple, moi j'ai testé dans un deck William Yorick qui était en duo avec Caroline Fern, avec l'idée, il s'inflige des horreurs et ensuite Caroline Fern le soigne. Mais encore une fois, si vous tuez pas un ennemi, s'il vous faut plus d'une utilisation du coup près pour tuer un ennemi, et ben vous accumulez les horreurs. Si l'ennemi a 1 point de vie, vous infligez pas d'horreur avec le coup près et éventuellement vous soignez. S'il a 2 points de vie, vous allez vous infliger une horreur pour le tuer en un coup. Si vous y arrivez, vous retirez l'horreur que vous venez de vous infliger. 3 points de vie, c'est une première attaque à 1 dégât, puis une attaque à 2 dégâts parce que vous êtes infligé une horreur. S'il a 4 points de vie, il faudra vous infliger 2 horreurs et vous en soignerez qu'une des 2, etc., etc. Alors, une utilisation assez intéressante, potentiellement, c'est avec Agnès Baker. Agnès Baker, elle peut avoir des cartes survivants. Pourquoi c'est intéressant avec Agnès Baker ? Parce que elle a comme réaction, après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez 1 dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. C'est-à-dire qu'Agnès, elle va s'infliger une horreur pour pouvoir faire une attaque à 2 dégâts avec le coup près, et comme elle s'inflige une erreur, elle inflige 1 dégât à cet ennemi. Donc, si l'ennemi a 3 points de vie, l'horreur qu'elle se prend s'inflige le premier dégât à l'ennemi, et si cette attaque du coup près tue l'ennemi, Agnès Baker, elle se soigne de l'horreur qu'elle vient de s'infliger. Par contre, Agnès Baker, elle a que 2 en force de base, du coup avec le coup près, elle a 3, ou 4 si sa santé mentale est basse, donc elle fera des attaques à 3 ou 4, si elle n'a pas d'autre boost, ça lui suffira pas à tuer grand chose, à part vraiment les ennemis les plus faibles, avec 2 de force. En plus de ça, le coup près est à son efficacité maximale quand on a une santé mentale restant de 3 ou moins, mais Agnès, elle part de 8. Alors ok, peut-être qu'elle utilisera des cartes pour s'auto-infliger des horreurs, mais ça veut dire qu'il faudra quand même qu'elle se prenne 5 horreurs. Donc, même chose, si vous lui donnez comme seule arme le coup près, ça risque d'être difficile à gérer. Alors, il y a quand même une possibilité, c'est dans ce deck Agnès Baker, mettre la clé de Saint-Hubert. Voilà, c'est un soutien qui occupe l'emplacement d'accessoires. Alors, l'emplacement d'accessoires, ça sera en concurrence avec la carte signature d'Agnès Baker, mais vous gagnez plus 1 de volonté, intéressant pour un mystique, plus 1 d'intelligence, ça fait passer Agnès Baker à 3, elle pourra peut-être faire quelques enquêtes avec une lampe torche. Vous perdez 2 points de santé mentale. Quand vous devriez être vaincu à cause des horreurs, défaussez la clé de Saint-Hubert, soignez immédiatement 2 horreurs. Voilà, et il y a encore une carte importante, recherche ésotérique, soutien niveau 0 permanent. Quand vous achetez recherche ésotérique subissez un traumatisme mental, après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Donc recherche ésotérique, ça vous permet d'améliorer plus vite vos sorts. Donc, dans votre deck Agnès Baker, vous mettez 2 recherches ésotériques, c'est-à-dire que vous commencez la campagne avec 2 traumas mentaux. Et donc vous commencez le premier scénario, vous n'avez que 6 de santé mentale restantes. En début de partie, vous mettez en jeu clé de Saint-Hubert. Vous perdez 2 points de santé mentale, vous êtes effectivement à 4
points de santé mentale restantes. Vous utilisez le couperet une fois, vous vous mettez une horreur. Ça y est, vous êtes à 3 points de santé mentale restantes. Voilà. Quand vous utilisez le couperet, comme je disais tout à l'heure, directement s'inflige un dégât à un ennemi. Et vous êtes, vous êtes prêt à combattre avec le couperet à son efficacité maximale. En plus de ça, l'avantage de la clé de Saint-Hubert, c'est que si vous n'arrivez pas, si vous êtes obligé de vous infliger trop d'horreur, si vous utilisez plein de fois le couperet sans réussir pour autant à vaincre les ennemis, et donc vous ne soignez pas chaque horreur que vous infligez avec le couperet, quand vous devriez être vaincu à cause des horreurs, vous défaussez la clé de Saint-Hubert et vous soignez immédiatement 2 horreurs. C'est-à-dire que vous mettez le 6e pion horreur sur Agnès Baker, vous défaussez la clé de Saint-Hubert et vous retirez 2 horreurs. Elle a plus que 4 jetons horreur sur elle, du coup sa santé mentale restante est de 4, donc vous avez encore de la marge, et une utilisation du couperet, et voilà, vous êtes de nouveau à votre 3 de santé mentale restante ou moins pour combattre à force plus 2. Mais bon, encore une fois, Agnès Baker, même dans cette situation-là, elle fait des attaques à force 4. Il faudra qu'elle soit boostée, sinon elle n'arrivera jamais à faire des choses, elle n'arrivera jamais à être aussi efficace qu'avec un sort de combat. Autre note, ça peut être intéressant pour Calvin Wright, qui, en combattant, à chaque action de combat, il va s'infliger une horreur pour essayer de faire 2 dégâts dans son attaque, et en s'infligeant des horreurs, il booste sa volonté et son intelligence. Voilà. Donc le couperet, c'est une arme qui exige des combos, mais je pense pas que c'est une arme qui pourra être utilisée seule. Ça sera plutôt utilisé comme seconde arme, et vous serez plutôt dans des situations du genre faire la première attaque à la machette, faire la deuxième attaque au couperet, pour avoir à la place plus 2 en force au lieu de plus 1, et soit vous avez besoin d'infliger un seul dégât et vous vous soignez d'une horreur que vous êtes prise précédemment, soit vous avez besoin d'infliger encore 2 dégâts, vous mettez une horreur, que vous retirez si vous réussissez cette attaque. Alors dans ce pack il y a des cartes biclassées, il y en a 5. La première, la Thompson 45 qui est biclassée Gardien Truand, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 6. Ah oui, au passage, pas pour toutes, enfin en tout cas moi j'ai pas vu tous les scans, mais apparemment pour chacune de ces cartes biclassées il existera une version de niveau 3 monoclasse. Donc la 45 Thompson, je crois que celle-là je l'ai déjà vue, il y aura une version de niveau 3 truand et une version de niveau 3 gardien. Toujours est-il, le niveau 0, c'est un soutien qui coûte 6, objet, arme à feu, illicite, utilisation 5 munitions, action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus d'en force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Ah oui, et ça prend les 2 mains. Alors, 5 munitions, c'est bien, c'est plus que le 45 automatique, c'est moins que le Colt 32. Combattre à plus 2 en force et plus 1 dégât, c'est bien. Par contre, ça coûte 6, c'est énorme, 6, et ça vous prend vos 2 emplacements de main. Moi, je le répète encore une fois, une arme qui prend les 2 emplacements de main, pour moi, c'est rarement l'arme principale. Ça va être l'arme secondaire quand, mettons, la machette est l'arme principale. Si vous mettez ça à un gardien, il a une machette qui lui permet de combattre à force plus 1 et dégâts plus 1 si l'ennemi qui l'attaque est le seul avec lequel il est engagé. Pour avoir la 45 Thompson, il lui faut avoir la bandoulière. Et plus 2 en force et plus 1 dégât pour l'attaque sans condition par rapport au plus 1 et plus 1 à condition de n'être engagé qu'avec cet ennemi. Je trouve que c'est cher payé. Éventuellement, bon, comme toutes les armes à 2 mains qui coûtent cher, c'est toujours intéressant à jouer avec un tour de passe-passe. Vous le mettez en jeu, vous utilisez autant de munitions possible et ça revient dans votre main. Mais bon, pas convaincu du tout dans l'immédiat. Ah oui, ça le trait illicite, donc si vous faites un deck illicite, c'est quand même une arme qui fait plus de dégâts, une arme de niveau 0 qui fait, plus 2 en force. Parchemin des secrets, un soutien chercheur mystique, niveau 0 qui coûte 1, objet livre, utilisation 3 secrets, encore une carte avec des secrets. Action, incliner le parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez la carte du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Ensuite, soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la replacez sous le deck correspondant, soit vous la placez sur le deck correspondant. Ça occupe un emplacement de main. Alors, une fois par tour, parce qu'il faut l'incliner,
et 3 fois sur l'ensemble de la partie, vu qu'il n'y a que 3 secrets. Vous regardez la carte du dessus de n'importe quel deck investigateur ou rencontre pour la mettre dans la défausse, dans la main, voilà, ou remettre dessous ou mettre dessus. Vous avez Vieux Grimoire qui vous permet de regarder parmi les 3 cartes du dessus du deck d'un investigateur dans votre lieu pour qu'il pioche une de ces 3 cartes, sans limitation. Là, c'est qu'une seule carte, c'est dessous, donc c'est une carte qu'on n'aurait pas vue avant longtemps. Ça semble extrêmement circonstanciel. Ça peut être utile avec l'investigateur qui s'appelle, je crois, Norman Weavers, mais comme c'est un investigateur qui est disponible dans aucune des boîtes, je ne vais pas en parler. Il est disponible uniquement en livre promo. Voilà. Par contre, ça peut être utilisé avec Alyssa Graham, qui est dans la boîte aux frontières du visible. C'est un soutien niveau 0 qui coûte 4, un allié, trait allié sorcier. Vous gagnez +1 d'intelligence. Action rapide, incline Alyssa Graham, regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alyssa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Donc vous utilisez Alyssa Graham, vous regardez la carte du dessus d'un deck de joueurs ou du deck rencontre, vous pouvez la mettre sous ce deck, à condition de mettre une fatalité. Et ensuite, avec le parchemin des secrets, vous pouvez donc la défausser, la mettre dans la main de son propriétaire ou la placer sur le deck. Bon. Enfin, la placer sur le deck, ça serait bête vu que vous l'avez mis sous le deck avec Alyssa Graham. Donc pour le moment, c'est la seule combinaison que je vois. Et c'est un peu usinagaz pour le moment. Allez, c'est sont dans des packs qui sont pas encore sortis, mais comme on a les infos, autant en parler. Donc le parchemin des secrets, il peut être amélioré au niveau 3. La version chercheur, donc un soutien qui coûte 1, trait, objet et livre. Utilisation 3 secrets, action, incliner le parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez les 3 cartes du dessous de n'importe quel deck d'investigateur ou du deck de rencontre. Vous pouvez défausser une de ces cartes, vous pouvez ajouter une de ces cartes dans la main de son propriétaire, placer le reste de ces cartes soit sur le dessus, soit au-dessous, soit sur le dessus, soit sous le dessous de ce deck dans n'importe quel ordre. Là pour le coup c'est beaucoup plus intéressant, parce que vous regardez 3 cartes, vous pouvez piocher une de ces 3 cartes, vous pouvez défausser une de ces 3 cartes, et toutes les cartes restantes, donc il en reste 1 à 3, vous les mettez dans l'ordre de votre choix, soit sur le deck, soit sous le deck. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre de regarder sous le deck, de regarder ce qui ne vient pas avant très longtemps plutôt que de regarder ce qui vient immédiatement, mais c'est quand même pratique. Vous regardez les 3 cartes du dessous, il y a une il y a une faiblesse, et la faiblesse directe dans la défausse. Il y a une carte intéressante, directement dans votre main. Il y a une carte intéressante, il y a une carte très intéressante, vous la mettez directement dans votre main. Une carte un peu moins intéressante, vous la mettez sur le dessus du deck. Et par contre, si les cartes sont pas intéressantes, vous les laissez sous le deck. Alors, par contre, si vous tombez sur des cartes peu intéressantes que vous les laissez sous le deck, assez logiquement, la fois suivante, ça sera moins efficace. Première fois, vous regardez les 3 cartes du dessous de votre deck, mettons que vous en mettez une dans votre main, que vous laissez les 2 autres, ces 2 autres, ça sera 2 des 3 que vous verrez. Ce seront 2 des 3 que vous verrez lors de la prochaine utilisation du parchemin des secrets. Donc à la limite, si une carte ne vous intéresse pas, défaussez-la pour pas la revoir lors de la prochaine utilisation. Évidemment, s'il y a 2 cartes qui vous intéressent pas, vous pouvez en défausser qu'une des 2, la deuxième elle restera là. Donc là pour le coup, je trouve que c'est une carte très intéressante, ça coûte quand même 3 points d'expérience et ça sera utilisable que 3 fois, à moins d'avoir des recharges en secret. Et des recharges en secret, j'ai regardé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, il y en a, mais de mémoire, il y a seulement extatique et réelle compréhension, je crois. Donc vous attendez pas à pouvoir mettre 6, 8 secrets en plus sur une carte lors d'une partie, comptez plutôt sur 2 à 4. Alors le parchemin des secrets niveau 3 des mystiques, il coûte 1 objet livre, il occupe un emplacement de main. Utilisation 4 secrets, donc un secret de plus, ça c'est bien. Incliner le parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel deck d'investigateur ou du deck de rencontre. Ensuite,
soit défausser cette carte, soit ajoutez-la à la main de son propriétaire, soit placez-le sous le deck, soit placez-la sur le dessus du deck. Par rapport au niveau 0, vous regardez la carte du dessus ou du dessous. C'est bien, vous pouvez voir la carte qui arrive, mais vous regardez qu'une seule carte. Donc 3 points d'expérience pour seulement 4 utilisations à chaque fois, c'est carte par carte. Je trouve que c'est très cher. À côté de ça, vous avez Divination. Et bien avec Divination, vous allez regarder 3 cartes. Alors certes, les 3 cartes, vous ne pouvez pas les déplacer au-dessus ou au-dessous, mais au moins vous savez de quoi il s'agit. Vous n'avez pas 4 utilisations, ça vous a pas coûté 3 XP. Du coup, le parchemin des secrets mystiques, moi, il me convainc absolument pas pour le moment, à moins que j'ai raté un truc. Whisky du Tennessee, un soutien qui coûte 3, qui est truand et survivant. Objet illicite, utilisation de provisions. Action rapide inclinée, le whisky du Tennessee dépenser une provision. Vous gagnez plus d'envolonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Action défausser le whisky du Tennessee combattre, vous gagnez plus 3 en force pour cette attaque. Alors ça coûte 3, ça n'a que 2 provisions. Si vous l'inclinez, vous gagnez plus d'envolonté pour un test de compétence sur une carte traîtrise. C'est quand même assez restreint. Bon, l'incliner, c'est pas gênant, de toute façon vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour, vu que c'est sur une carte traîtrise. Mais vous ne vous donnez que plus d'envolonté. Enfin, le plus 2 c'est bien, mais c'est forcément de la volonté. Et l'action de combat, plus 3 en force c'est bien, mais vous n'infligez qu'un dégât. Moi je sais pas, c'est un petit côté carte de dernier recours pour quand même 3 ressources. La version de niveau 3 des truands. Alors concrètement, qu'est-ce qui change? Au lieu d'avoir un plus 2 en volonté pour un test sur une carte traîtrise, on a un plus 3. Plus 3, c'est un sacré bonus. Il n'y a pas énormément de cartes qui donnent comme ça un plus 3 sans contrepartie du genre moins 1 icône par action déjà effectuée ou moins 1 icône par carte dans votre main, etc., etc. Et là, l'action de combat, défausser le whisky du Tennessee, vous gagnez plus 3 en force, même chose, et vous infligez plus 1 dégât. Bon, c'est un petit peu mieux, mais ça coûte quand même 3 points d'expérience, ça me semble extrêmement cher. La version survivant, elle coûte 1 de moins par rapport au niveau 0. Elle a une provision de plus. Par contre, c'est toujours plus 2 en volonté. Le combat, c'est toujours plus 3 en force. Par contre, si vous réussissez votre attaque contre un ennemi non élite, vous lui échappez automatiquement. Alors, plus 3 en attaque, vous avez de bonnes chances de la réussir. Du coup, vous avez une bonne chance de réussir votre évasion. Enfin, vous avez une bonne chance d'obtenir une évasion. Ouais, ça c'est intéressant. C'est assez intéressant, surtout si vous avez peut-être un survivant biclassé comme Wendy Adams ou comme Preston Fairmont qui va utiliser des cartes, infliger 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu, ou alors, je crois que c'est oreille indiscrète, si un ennemi non engagé dans votre lieu, blablabla, trouver des indices. Bon, 3 points d'expérience pour 2 bonus de volonté et une évasion facile, je suis pas convaincu non plus. Carte suivante, la lame enchantée, c'est un soutien de niveau 3. Pardon, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 3. Objet, relique, arme, corps à corps. Utilisation 3 charges. Action combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque. En tant que coût supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir. Si vous le faites, vous gagnez plus 1 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Ça occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane. Alors, c'est une arme qui de base fait plus 1 en force et un seul dégât, mais à 3 reprises, elle peut passer à plus 1 en force et plus 1 dégât. Donc de base, c'est une arme assez merdique, et à 3 reprises, elle peut être un peu mieux que la machette, sans la restriction de la machette de devoir être engagé avec cet ennemi et que celui-là. Ça occupe un emplacement de main, mais ça, un combattant pur sans moque... Enfin, pour une arme, c'est normal. Voilà. Un emplacement d'arcane, si vous mettez ça dans un deck gardien, a priori, s'en moquera complètement. Je crois pas qu'il y ait encore de cartes gardien qui occupent d'emplacement d'arcane. Par contre, si vous mettez ça dans un deck mystique, ça entre en concurrence avec plein de choses, notamment le flétrissement. Alors, comme toute arme à charge, comme je le disais dans ma vidéo sur la route de Carcosa, la classe survivant, à partir du moment où vous avez un objet qui est tenu en main et qui a des charges, vous pouvez vous dire, et qui est de classe gardien ou survivant, vous pouvez vous dire, tiens, je vais mettre ça dans un deck William Yorick, quand il n'y a plus de charge,
je joue un autre objet qui utilise un emplacement de main. Du coup, le premier objet, là en l'occurrence l'âme enchantée, part dans la défausse. Et dès que j'ai vaincu un ennemi, eh ben, je rejoue la lame enchantée depuis ma défausse. Sachant que William Yorick a en plus la carte Action désespérée pour défausser directement lors d'un combat. Voilà, moi ce qui me pose problème, c'est le nombre de charges. C'est le nombre de charges, il n'y a que 3 charges. C'est-à-dire que si vous avez un ennemi qui a 4 points de vie, vous allez devoir effectuer l'action, enfin vous allez devoir dépenser 2 des 3 charges. Ou alors vous dire, je fais une action qui inflige un dégât, une action qui inflige un dégât, et là, une action qui inflige 2 dégâts. Ça vous prend 3 actions. Akashi Oniele, elle a le droit à une charge en plus, mais, à part dans un deck William Yorick, éventuellement, je suis pas convaincu du tout. Allez, carte suivante, Totem Macabre, Soutien, qui coûte 3. Classe Survivant et Chercheur, Objet Charme, occupe un emplacement d'accessoires. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Donc vous attribuez une carte qui a un icône, mettons, de combat, vous rajoutez un icône de combat. Donc vous donnez +1 à ce test, à condition d'avoir attribué une carte. Une fois par tour, vu que vous devez incliner le totem macabre, mais bon. Ça sera intéressant dans tous les decks qui attribue beaucoup de cartes. Ça peut être intéressant par exemple pour Wendy Adams si vous jouez beaucoup d'événements. Vous défaussez un événement pour ces icônes. Maintenant qu'il est dans votre défausse, grâce à l'amulette de Wendy Adams, vous pouvez le rejouer depuis votre défausse. Bon, par contre, ça veut dire que pour avoir à la fois le totem macabre et l'amulette de Wendy, il faudra aussi avoir le permanent chasseur de reliques pour avoir le droit aux 2 emplacements d'accessoires. Dans un deck Minty Fan, comme elle attribue plein de compétences à des tests de compétences, ça pourra aussi servir. Et c'était la dernière carte. Alors, petit récapitulatif, une raison de lutter, ça peut encaisser 3 horreurs infligées à l'ensemble des investigateurs du lieu. Encaisser des horreurs, c'est intéressant pour les gardiens. Par contre, les autres investigateurs qui jouent avec le gardien, a priori, eux, ils n'auront pas besoin d'encaisser les horreurs. Du coup, ça semble beaucoup trop cher si, au final, ça ne bénéficie qu'aux gardiens. Élucider l'affaire, c'est la planque du chercheur. La plupart du temps, ça sera mieux. La carte en elle-même donnera généralement 2 ou 3 ressources que vous pourrez distribuer entre les investigateurs. Ça, c'est aussi un gros bénéfice. Et si ça vous gêne pas de faire l'action que vous aurez coûté la planque, vous rajoutez une ressource pour vous. Si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à récupérer le dernier indice d'un lieu à valeur occulte élevée, après tout c'est une carte chercheur, vous avez sûrement des solutions d'enquête, vous pouvez gagner beaucoup de ressources d'un coup. Encore une fois, moi j'ai vu des valeurs occultes jusqu'à 6, et apparemment on peut monter encore plus haut. Perspicacité, en plus c'est rejouable avec mémoire et idétique. Voilà. Toute carte avec perspicacité intéressante. Dans un deck Joe Diamond, c'est pas plus intéressant que ça de mettre dans son deck d'intuition par contre. Rapport des services de renseignement, c'est génial. En payant 2, 4 ou 6, vous pouvez récupérer sans test 1 ou 2 indices dans votre lieu ou à distance. Voilà. Il suffit d'avoir des ressources et vous prenez des indices sans test. Symbole magique, un soutien, vous remplacez un emplacement de main par un emplacement d'arcane pour un soutien sort ou rituel. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mystiques qui en aient besoin, à part si vous voulez que votre mystique ait plusieurs sorts pour sceller des jetons du chaos, ou si vous voulez un mystique de soutien un peu polyvalent. Bannissement, très bien, un événement qui vous fait échapper avec la volonté, seulement contre un ennemi non élite par contre, mais bon, ça reste la majorité des ennemis. Une fois que vous avez échappé à l'ennemi, vous le mettez dans n'importe quel lieu révélé de votre choix, et éventuellement, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Couperez une bonne arme secondaire si vous avez une bonne technique de gestion des horreurs, ou un intérêt à prendre des horreurs. La carte semble super comme arme pour Agnès Baker, sauf qu'Agnès Baker ayant une force de base faible, ça risque quand même de demander beaucoup d'efforts pour
pour rendre ses attaques au coup près efficaces quand elle a des sorts d'attaque sous la main. La Thompson 45, une arme de tir qui vous permet d'attaquer avec force plus 2 et plus 1 dégâts. 5 munitions, c'est bien pour une arme de niveau 0, mais c'est quand même très cher et très circonstanciel. Éventuellement sur un combattant secondaire. Mais je trouve pas ça génial. Éventuellement, on met ça dans son deck au niveau 0 et on se dit, bon, de toute façon, à un moment donné, ça sera remplacé par une arme à deux mains plus impressionnante, comme le bar M1918 ou le fusil à éclair. Parchemin des secrets de niveau 0, consulter la carte du dessous d'un deck. Bon, c'était pas une carte qui nous concernait avant longtemps vu qu'elle était sous le dessous d'un deck. La possibilité de la piocher et de la défausser, oui, c'est intéressant de pouvoir la piocher si vous vous rendez compte que c'est une carte dont vous avez besoin. La défausser, si elle est au-dessous de votre deck, elle vous concerne pas tant que vous n'avez pas remélangé votre deck. Donc, il faudra attendre le niveau 3 pour que ça soit intéressant. Whisky du Tennessee, ça coûte cher pour se donner 2 bonus, mais uniquement sur des cartes traîtrises, uniquement sur une compétence particulière, et un combat avec un fort bonus en force, mais sans dégâts supplémentaires, ce qui fait qu'à part pour tuer un rat de passage, ça servira pas à grand chose. Lame enchantée, une arme qui, de manière répétée, est peu intéressante, et qui à 3 reprises peut être un petit peu mieux que ce qu'on attend d'une arme. Il faudra vraiment le mettre dans un deck avec des possibilités de recyclage, je pense. Donc a priori, notamment dans un deck William Yorick, éventuellement vous mettez ça dans un deck de mystique en attendant d'avoir la tamée spirituelle. Mais sur le long terme, c'est pas très intéressant. Il faudra voir les versions de niveau 3. Totem macabre, vous rajoutez un icône, vous rajoutez un exemplaire d'un icône présent sur une carte que vous attribuez à un test de compétence. Bon, c'est sympathique, hein. Vous donnez plus 1 à un test une fois par tour. Évidemment, ça sera à mettre dans un deck qui, de façon régulière, attribue des cartes. Donc, deck Wendy Adams qui défausse les événements pour se donner des bonus avant de rejouer les événements depuis sa défausse, ou deck Minty Fan qui attribue des compétences à tout plein de tests afin d'avoir des bonus. Donc par exemple, une compétence on va dire assez standard à 2 icônes identiques que joue Minty Fan, elle rajoute un 3e exemplaire de l'icône, Totem Macabre rajoute un 4e exemplaire de l'icône, et là vous avez quand même un sacré boost. Bon ben voilà, c'est tout pour ce pack. Le prochain pack, le salaire du péché, est déjà disponible en français. Du coup, je pourrai prochainement faire la vidéo. Bon, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas avant une bonne semaine, voire une dizaine de jours, parce que ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. De toute façon, le pack suivant est pas prêt de sortir, est pas prêt d'être traduit, je pense. Donc voilà, bon alors un pack... Enfin voilà. Bon ben je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.